Alors, cher modérateur, chers amis, je remercie tout d'abord le comité d'organisation pour cette invitation et je vais vous parler de l'impact des bronchodilatateurs à longue durée d'action sur la fonction cardiaque chez le malade BPCO. Alors, vous savez plus que moi que la BPCO est actuellement la pathologie respiratoire chronique la plus fréquente, avec une prévalence de l'ordre de 5%, et ça serait la quatrième cause de décès dans le monde. Cette pathologie est fortement associée aux maladies cardiovasculaires et on considère qu'un tiers des BPCO décéderont d'une cause cardiovasculaire. Alors, les bêta-2 agonistes de longue durée d'action, les LABA, et les antagonistes muscariniques à longue durée d'action, les LAMA, sont actuellement des traitements, comme ça a été bien dit par Dr. Al-Khabar, que c'est des traitements largement prescrits et recommandés dans le traitement de cette pathologie. Mais l'association entre risque cardiovasculaire et ces bronchodilatateurs reste un vrai sujet de débat. Alors d'abord, comment expliquer l'action de ces bronchodilatateurs sur le cœur? Pour les bêta-2 agonistes, ils vont agir au niveau du muscle respiratoire en stimulant les récepteurs bêta-2 au niveau de ces muscles lisses. Ça va augmenter la bronchodilatation. Mais du côté cardiaque, on sait que malgré il y a une prédominance des récepteurs bêta-1 au niveau cardiaque, ça représente à peu près 77% des récepteurs bêta, mais il y en a quand même un pourcentage de l'ordre de 23% de récepteurs de type bêta-2. Alors ces bêta-2 agonistes vont donc agir sur ces récepteurs au niveau du muscle cardiaque, ça va entraîner une augmentation de la contraction et une augmentation du volume d'éjection systolique. Et au niveau du nœud sinusal, ça va aussi stimuler le nœud sinusal, ça va accélérer la fréquence cardiaque et ça favorisera alors les arythmies, les poussées d'insuffisance cardiaque et la cardiopathie ischémique. Pour les antimuscariniques, les anticholinergiques vont effectivement au niveau respiratoire inhiber l'action de l'acétylcholine au niveau des récepteurs M3 au niveau du muscle respiratoire, mais aussi ils peuvent agir au niveau des récepteurs M2 au niveau du nœud sinusal. Ça va inhiber ces récepteurs et ça va entraîner aussi une accélération de la fréquence cardiaque en favorisant la même chose, les poussées d'insuffisance cardiaque et les arythmies. Alors, l'une des anciennes et grandes méta-analyses publiées en 2008 était en faveur d'une majoration du risque de décès cardiovasculaire, d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral avec le thiotropium. Mais cette méta-analyse a été sujet à plusieurs critiques. D'abord, elle a inclus des patients, elle a inclus des traitements à type d'anticholinergiques de courte et de longue durée d'action. Il n'y avait aucune étude qui avait comme objectif primaire de monitorer les événements cardiovasculaires. Elle n'a pas tenu compte des différences en termes de taux d'arrêt de ce traitement, qui était en fait plus élevé dans le groupe placebo, et il n'y avait pas assez de détails sur les différences en termes de facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, les études plus récentes étaient en faveur du caractère relativement safe de ces molécules bronchodilatatrices, et je ferai donc appel aussi, surtout à l'étude Uplift. Alors, cette étude Uplift a traité le thiotropium, elle a comparé par rapport au placebo sur une durée de 4 ans, et elle a montré que, effectivement, avec le thiotropium, on avait moins de mortalité cardiovasculaire par rapport au placebo. Ça a été alors rassurant pour les prescripteurs, mais aussi ça a permis que la FDA en 2010 se prononçait sur le caractère safe de thiotropium. Mais surtout, dans cette étude, il y a l'étude post-hoc de Uplift qui a été intéressante parce qu'elle a pris les patients qui ont présenté des problèmes cardiovasculaires dans l'étude Uplift et elle a essayé de comparer les deux groupes. Elle a mis en évidence sur les courbes de Kaplan-Meier qu'il y a une apparition plus tardive de l'événement cardiaque, que ce soit trouble du rythme, insuffisance cardiaque ou cardiopathie ischémique, dans le groupe thiotropium par rapport au groupe placebo. Donc cette étude a aussi encore une fois conclu sur le caractère safe sur le plan cardiovasculaire de cette molécule sur un recul de 4 ans. Alors pour les LABA, il y a l'étude post-hoc de Torch. Cette étude est aussi intéressante. Elle a étudié le salmétérol seul ou en association aux corticoïdes inhalés et elle a montré effectivement qu'il n'y a pas de majoration du risque cardiovasculaire de ce bronchodilatateur. De même l'étude SAMIT, incluant des patients qui avaient des antécédents cardiovasculaires, des antécédents de maladies cardiovasculaires ou des patients qui sont à haut risque de maladies cardiovasculaires. C'était aussi une étude rassurante, incluant plus de 16 000 patients, qui a montré que ce traitement n'affectait pas la mortalité et les événements cardiovasculaires. Alors, le caractère safe des LABA s'expliquerait par certains mécanismes qui vont limiter leurs effets secondaires.
D'abord, la voie inhalée et la lipophilie des bêta-2 agonistes vont limiter la dose et le passage systémique de cette forme active. Deuxièmement, comme je vous ai dit, la densité des récepteurs bêta-2 sur les muscles lisses respiratoires est beaucoup plus importante que celle au niveau des muscles cardiaques. Et puis, avec l'utilisation chronique des LABA, il y aura un phénomène de downregulation du nombre de récepteurs et ça va alors atténuer les effets indésirables qu'on peut observer à l'initiation du traitement. Mais ça restait toujours un sujet de débat et de controverse puisqu'on a eu d'autres études qui n'étaient pas en faveur de ce caractère franchement safe des LABA. Il y a l'étude de Gershon en 2013. C'est une étude qui s'est intéressée aux patients qui ont eu une introduction récente des LABA, des LAMA, avec donc taux d'événements cardiaques de l'ordre de 28%. La durée, c'était les 90 premiers jours d'introduction de ce traitement. Et alors, dans ce papier, il y avait une association entre LABA et événements cardiovasculaires, entre LAMA et événements cardiovasculaires, sans qu'il y ait de différence entre les deux bronchodilatateurs. Alors, les événements les plus fréquents, c'était les syndromes coronariens aigus et l'insuffisance cardiaque. Alors, dans le même sens, cette étude publiée en 2016, qui s'est aussi intéressée à la période initiale d'introduction des LABA et des LAMA, c'était la période de 90 jours aussi, qui a montré sur une population qui a été subdivisée en 4 sous-groupes. Premier sous-groupe qui a des maladies cardiovasculaires et qui sont sous traitement à visée cardiaque. Deuxième groupe, maladies cardiovasculaires sans traitement. Troisième groupe, traitement sans qu'il y ait de maladie avérée. Et un quatrième groupe de placebo. Alors, le groupe qui était le plus associé aux événements cardiovasculaires sous bronchodilatateurs était le premier qui avait des maladies cardiovasculaires et qui était sous traitement. Alors, l'événement cardiovasculaire le plus fréquent dans cette série, c'était l'insuffisance cardiaque, suivi en deuxième position par les arythmies. Et ces événements étaient plus fréquents dans le groupe qui utilisait le LABA que ceux qui utilisaient les LAMA. Alors effectivement, les bêta-2 agonistes peuvent entraîner une hypokaliémie puisqu'ils ont une action sur la pompe sodium-potassium ATPase. Ça va favoriser donc une hypokaliémie qui peut être aggravée par certains traitements à visée cardiaque, tels que les traitements diurétiques largement prescrits dans l'insuffisance cardiaque, et ceci favorisera alors les arythmies, et les arythmies, bien sûr, sont le lit de décompensation cardiaque chez les insuffisants cardiaques. D'autant plus que chez les patients insuffisants cardiaques, il y a une nuance particulière, c'est que chez ces patients-là, on aura une diminution de taux de récepteurs bêta-1, ce qui fait que le rapport bêta-2 sur bêta-1 sera plus élevé par rapport aux patients qui ne sont pas insuffisants cardiaques. Et ça pourrait expliquer le résultat de certaines études observationnelles qui ont montré un risque plus élevé d'événements cardiaques en cas d'insuffisance cardiaque associée. Mais ça reste à prouver. Alors, cette augmentation du risque d'événements cardiovasculaires lors de l'initiation d'un traitement bronchodilatateur a été tout récemment traitée dans l'étude publiée en 2018 et s'est intéressée cette fois-ci à la durée de 30 premiers jours, c'est plutôt les 30 premiers jours qui est intéressé dans cette étude. Ils ont remarqué qu'il y a une hausse significative de 50% du risque cardiovasculaire avec les bronchodilatateurs. Avec plus de détails, il y a un surrisque de 50% avec les LABA et 52% avec les LAMA. Alors, le bronchodilatateur employé, le dosage ou les autres traitements pris simultanément n'avaient pas d'effet sur le surrisque cardiovasculaire. Mais il faut savoir que dépasser cette période initiale de 30 jours, le taux d'événements cardiovasculaires va diminuer. Donc, c'est vraiment la période vulnérable. Et surtout, ce risque cardiovasculaire associé à l'utilisation des bronchodilatateurs persistait significatif chez les patients qui sont sans histoire cardiovasculaire, sans antécédents cardiovasculaires, et cet effet donc était indépendant du statut cardiovasculaire initial du patient. Mais il faut savoir que cette étude récente a été aussi le sujet de critiques, puisque d'une part, certains paramètres importants comme le tabagisme, la consommation d'alcool n'ont pas été précisés, et surtout, la dyspnée, qui était une indication pour utiliser ce traitement et surtout initier ce traitement, pourrait être d'origine cardiaque, ça pourrait être une poussée d'insuffisance cardiaque méconnue chez ces patients BPCO, et on sait très bien que ce sont deux pathologies fortement associées.
Mais de toute façon, une telle étude à grande échelle qui a donné des résultats pareils semble justifier le fait qu'il faut évaluer absolument le risque cardiovasculaire de nos patients avant toute nouvelle introduction d'un bronchodilatateur à longue durée d'action. Et surtout, il faut assurer un suivi rapproché, particulièrement dans ces 30 premiers jours d'initiation de traitement. Alors, il y a deux questions qui peuvent aussi être posées. La première, est-ce que le fait d'associer un bronchodilatateur majorera le risque cardiovasculaire? Alors, cette étude a montré que l'ajout d'un deuxième bronchodilatateur de longue durée d'action n'a pas été associé à une augmentation du risque d'infarctus, d'arythmie ou d'accident vasculaire cérébral, mais il y avait quand même une petite majoration du risque d'insuffisance cardiaque. Donc, on revient un petit peu à cette complication particulière. Une deuxième étude dans le même sens, publiée aussi en 2017, cette fois-ci qui a utilisé des associations fixes mais avec des dosages faibles, qui a montré que ce sont des associations qui restent safe, qu'il n'y a pas de majoration du risque en associant deux bronchodilatateurs. Alors la dernière question qui peut aussi être posée, est-ce qu'il y a une différence entre les associations des bronchodilatateurs? Parce que c'est vrai que si on prend par exemple les LABA, on aura certains LABA qui sont full ou near full bêta-2 stimulants, qui auraient peut-être normalement plus d'effets cardiaques que ceux qui sont partiellement stimulants. Deuxième supposition aussi, pour les anticholinergiques, il y a certains anticholinergiques qui ont plus en fait d'affinité pour les récepteurs M3 et qui se dissocient plus facilement des récepteurs M2 que le tiotropium. Donc on peut penser que ces anticholinergiques auraient moins d'effet cardiaque. Il y a aussi l'aclidinium qui a la particularité d'être hydrolysé de façon rapide en dérivés dépourvus de toute affinité au récepteur muscarinique. Donc, on peut penser que cette molécule aurait moins d'effet cardiaque, mais cet update récemment publié n'était pas en faveur d'une différence entre les prescriptions d'association de bronchodilatateurs. Alors, je conclus en vous disant que le risque d'effet cardiaque des bronchodilatateurs de longue durée d'action apparaît faible, en particulier pour les LAMA, chez les patients dépourvus d'antécédents cardiovasculaires, mais une attention particulière doit être portée aux patients présentant un antécédent ou des facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier lors de l'initiation de ce traitement, en particulier la période entre 30 et 90 jours. Je vous remercie.